Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Bonsoir à tous. Clémentine Autain est l'invitée de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes soutien de Jean-Luc Mélenchon, candidate aux législatives en Seine-Saint-Denis, porte-parole du mouvement Ensemble. Bienvenue dans ce rendez-vous politique de Public Sénat, de l'Agence France-Presse, des Échos et de Radio Classique. 3 grandes questions pour vous ce soir. La première vous sera posée par Charlotte Gauthier de Radio Classique sur la crédibilité du programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Lucille Malandin de l'Agence France-Presse vous interrogera sur ce duel entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Est-ce que ça ne va pas conduire la gauche dans le mur? Et puis, troisième question de la part d'Oriane Mancini de Public Sénat. Le dégagisme, le mot d'ordre qu'on a entendu de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça peut faire une politique en soi? Voilà le programme. On va commencer d'abord par une question d'actualité. Clémentine Autain, on a appris donc la démission de Bruno Le Roux pour des contrats qu'il avait passés notamment avec ses filles, âgées de 15 ans à l'époque, collaboratrices à l'Assemblée nationale notamment. Vous avez été surpris par cette affaire? Encore une? Encore une. C'est vrai que chaque matin, on allume notre radio, on ouvre les journaux et il y a des nouvelles de cette nature qui je crois, blessent beaucoup la démocratie. Il a bien fait de démissionner? Bien sûr qu'il a bien fait de démissionner, c'est un minimum. Finir ce quinquennat avec un minimum de dignité, c'était ce qu'on demandait à ce ministre. Donc oui, il a bien fait. Après, le problème reste entier, parce que c'est pas l'affaire d'un homme, on le voit bien. Hein, les affaires se suivent et malheureusement se ressemblent. Donc c'est le système institutionnel qui aujourd'hui est à bout de souffle et il faut impérativement de nouvelles règles démocratiques pour en finir avec ces affaires. Est-ce qu'il a servi d'exemple? Lui, après Jérôme Cahuzac, François Fillon, Bruno Le Roux, vous savez, ça commence à faire beaucoup. Il y a un mélange au sommet de l'État aujourd'hui entre ce qui relève... François Fillon, lui, a décidé de rester. Il est resté droit dans ses bottes. Qu'est-ce qui aurait empêché aujourd'hui Bruno Le Roux de rester ministre de l'Intérieur? La dignité, la morale. Et donc, il a pris la décision qui se doit. Mais j'insiste sur le fait que ce qu'il faut regarder en face, c'est le mélange entre ce qui doit relever de la sphère publique et ce qui relève de la vie privée et des biens privés. Il y a une confusion au sommet de l'État qui rejaillit sur l'ensemble du monde politique et qui est totalement désastreuse dans un moment où la confiance du grand nombre des citoyennes et des citoyens à l'égard de leurs représentants est quand même sacrément abîmée. Je pense qu'il y a une responsabilité à faire respirer cette démocratie et à faire advenir une nouvelle République. Dans le débat de TF1 qui a été diffusé, on l'a vu, 10 millions de personnes, j'imagine que vous aussi vous avez participé, vous avez regardé évidemment. Le seul à avoir mis les pieds dans le plat sur les affaires, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est lui le chevalier blanc? Je pense en tout cas qu'il a le programme politique le plus cohérent sur cette affaire, celui qui propose de refonder du sol au plafond notre système institutionnel qui, encore une fois, est totalement exsangue. Et donc, oui, je pense qu'il a un rôle particulier à jouer dans cette campagne qui est de dire notre système institutionnel ne permet pas de changer la société et ne répond plus aux aspirations des citoyens. Donc le côté, quand on entend tous pourris, on reviendra tout à l'heure. C'est pas une question de tous pourris. D'abord parce que vous avez des milliers d'élus, j'entends bien, mais vous avez des milliers d'élus en France qui travaillent du matin au soir et qui font leurs tâches de façon responsable et sans détournement de fonds. Mais au sommet de l'État, quelque chose dysfonctionne profondément. Exemplarité. Et par ailleurs, je pense que la démocratie, par plein d'autres biais, mais on en reparlera tout à l'heure, aussi bien ce qui concerne les médias, la justice, le Parlement, les problèmes de, on va y revenir. Ça sera la troisième mandat. partie de notre émission. Il y a beaucoup de choses à remettre à plat. Alors je vous propose de passer à la première grande question qui va vous être posée par Charlotte Gauthier de Radio Classique. On va s'intéresser au programme économique de Jean-Luc Mélenchon. On va donc appeler Charlotte Gauthier si elle veut bien venir jusqu'à nous. Charlotte Gauthier, bonsoir. Bonsoir Mickaël, bonsoir Clémentine Autain. Votre question. Alors, en matière d'économie, on a un peu envie de vous poser une question, Clémentine Autain. Est-ce que le programme de Jean-Luc Mélenchon est crédible? Je m'explique. Est-ce qu'on peut vraiment être candidat à la présidence de la République et prévoir une augmentation de la dette jusqu'à 116% du PIB, avec 273 milliards d'euros de dépenses? Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que ceux qui creusent la dette aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les gouvernements successifs. Et vous n'avez qu'à regarder le cas de la Grèce pour voir que les cures d'austérité, il y en a eu plus de 9 en Grèce,
on produit quoi? Non seulement un désastre social magistral en Grèce, des inégalités qui se sont creusées, de la récession économique, et en bout de course, quoi? Un creusement de la dette. Donc je pense que le programme le plus crédible est justement celui de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il propose une relance par l'activité qui est de nature à faire rentrer de l'argent dans les caisses et à diminuer en bout de course la dette. Donc je pense qu'il est au contraire le plus solide, le plus cohérent pour résorber la dette. Mais la question de la dette n'est pas le problème majeur de la France. Et il se posera quand même. Mais bien sûr qu'il se pose, mais c'est absolument pas un problème majeur. On essaie de nous intoxiquer. Donc vous êtes prêt à laisser filer les dettes et les déficits? Non, je suis en train de vous dire que notre proposition politique est de nature à résorber la dette là où les politiques d'austérité, de réduction des dépenses publiques produisent du chômage, de la précarité qui font stagner l'économie. Et parce que cette économie est totalement bloquée, alors les déficits se creusent. Donc c'est une toute autre logique que nous voulons mettre en mouvement et celle-ci permettra à terme de résorber la dette. Mais j'insiste sur le fait que le bourrage de crâne qui est fait du matin au soir auprès des Français pour leur dire que le problème numéro 1 serait la dette en France et que donc à ce compte-là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'à ce compte-là, quand vous prenez que la question de la dette, vous regardez le trou de la Sécu, je vous prends un exemple concret. Le trou de la Sécu, c'est combien? C'est 7 milliards. D'accord ? L'évasion fiscale, c'est combien ? 80 milliards. On nous parle beaucoup plus des mesures concrètes qu'on va prendre contre l'hôpital public, pour le déremboursement des médicaments, etc., que de nous dire on va prendre des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Je voudrais revenir c'est une autre logique que nous allons mettre en sur le fait qu'il veut financer tout ça par des hausses d'impôts. Les Français subissent déjà un ras-le-bol fiscal. Est-ce que vous n'avez pas peur que le sentiment de matraquage fiscal soit renforcé, tout en augmentant le SMIC à 1 326 €, en généralisant la 6e semaine de congés payés? Que les Français vont se sentir matraqués par l'augmentation du SMIC, sérieusement? Peut-être une partie des Français? L'augmentation du SMIC, ça va donner de l'air à beaucoup de Français qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Mais l'augmentation des impôts, elle doit bien avoir lieu à un moment pour finir. Oui, mais la question de l'augmentation des impôts, c'est qui on taxe, c'est où on prend l'argent. Je vous parlais des 80 milliards de l'évasion fiscale, mais je peux aussi vous parler des 40 milliards du CICE qui ont été donnés aux grandes entreprises sans aucune contrepartie en matière d'emploi. Donc, c'est une question d'orientation et de choix politique. Nous voulons investir dans le partage des richesses, taxer le capital, la rente, faire en sorte que la réforme fiscale soit plus juste, parce qu'aujourd'hui, ce sont les classes moyennes qui payent le plus d'impôts proportionnellement. Nous avons 5 tranches. Aujourd'hui, nous proposons d'en faire 14, de telle sorte qu'il y ait un lissage qui permette justement d'avoir un impôt plus juste. Donc ce sont des mesures tout simplement de justice sociale. Et je crois que ce dont on n'a plus les moyens aujourd'hui, c'est de payer les salaires des grands dirigeants, c'est de payer la rente. Je vais vous donner un seul chiffre, mais qui est l'augmentation des bénéfices, enfin plus exactement de ce qui a été reversé en dividendes en 2017. Alors d'un seul coup, évidemment, j'avais décidé de prendre quelques chiffres, mais ça n'est pas très grave. En tout cas, ils ont explosé, 57 milliards d'euros de dividendes. 57 milliards d'euros de dividendes ont été distribués en 2016 aux entreprises du CAC 40. Donc vous prenez au grand patron. C'est-à-dire un record depuis 2007. Il faut l'entendre. Et moi, j'ai discuté il y a encore quelques jours avec, je prends cet exemple-là parce que celui qui me vient en tête, Claudine, qui est caissière dans un supermarché Simply à Villepinte. Elle a 35 ans de boutique. 35 ans qu'elle est caissière, elle a 1 300 € net de revenus. Vous trouvez cela juste ? C'est la question du SMIC, on a bien compris, et notamment des salaires. Moi, je voudrais vous entendre après. Et pendant ce temps-là, j'en entends qui nous disent que les députés devraient être augmentés à 9 000 €. Ah oui, c'est vrai. Julien Drey propose ça. Non, mais écoutez, et puis quoi encore il y a eu à Air France. Non, mais attendez, à Air France, où ils proposent des restructurations. Les dirigeants ont eu le culot de s'augmenter, et pas de s'augmenter un peu, de s'augmenter considérablement. Donc c'est cette répartition des richesses qui se fait aujourd'hui au profit des plus puissants que nous voulons en effet remettre en question. Donc je ne crois pas que ce sera un matraquage pour la majorité des Français, mais au contraire, un mouvement qui va permettre de mieux vivre et de mieux vivre pour le grand nombre. Clémentine Autain, on va parler donc, je disais, du temps de travail. Écoutez cet extrait notamment du débat entre Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et François Fillon. Je ne suis pas d'accord pour un code de travail par entreprise, comme je ne suis pas d'accord pour un code de la route par rue. Voilà. Donc une loi, la même pour tout le monde. Il faut que les gens puissent vivre. Survivre, ce n'est pas un projet de vie. Vous avez des beaux principes, simplement ces beaux principes ne protègent plus.
Je suis donc pour que les heures supplémentaires puissent être rémunérées. Et je suis d'ailleurs pour un salaire juste. C'est pour ça aussi que j'allège les cotisations salariales. Pas juste plus 10% Voilà, comme dans la loi El Khomri. Parce qu'avant, c'était 25%. On est tout à fait d'accord. Ah ben parfait. Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron sont d'accord. On ne sait pas sur quoi. Mais On ne sait pas sur quoi, sur des mots qui ne veulent rien dire. On parle de salaire décent, il n'y a pas de chiffres, on ne sait pas comment on y arrive. Et il y en a, tout ça, ça n'est pas de la réalité. Pas de la réalité, donc irréaliste. Qu'est-ce qui est réaliste? Je ne sais pas, vous entendez François Fillon, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Bien sûr, ouais. Bien sûr. François Fillon, il a un projet qui est très clair et qui ferait une casse assez phénoménale. Parce qu'on a beaucoup parlé de ses costumes et de ses problèmes de détournement de fonds publics. Mais son projet, c'est quoi? 500 000 fonctionnaires en moins. J'aimerais bien savoir où il les prend. Dans les hôpitaux, dans la justice, dans la police, où est-ce qu'il les prend? La TVA augmentée. Vous parliez de matraquage, la TVA, c'est tout le monde qui la paye. Augmentée. Les 35 heures remis en cause. La retraite encore diminuée et cassée. Ça fait beaucoup comme projet politique. Et pendant ce temps-là, on supprime l'ISF, c'est-à-dire l'impôt pour les plus riches. Donc voilà une droite qui est une droite dure et qui a un projet qui sera très concrètement, qui aura des conséquences, qui aurait des conséquences tout à fait dramatiques pour la majeure partie de la population. Je voudrais revenir sur un autre point qui a été abordé hier soir, la retraite à 60 ans. C'est une proposition de Jean-Luc Mélenchon, c'est également une proposition de Marine Le Pen. Comme vous le savez, c'est un de leurs points communs, mais ce n'est pas le seul. L'abrogation de la loi El Khomri, le protectionnisme économique. On en vient à se demander si sur ces sujets-là, ils ne sont pas un peu des faux frères, finalement, politiques, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Votre question me heurte profondément parce qu'il peut y avoir quelques points ici et là, mais le projet global de Jean-Luc Mélenchon est totalement opposé au projet global de Marine Le Pen. Et cette petite musique qui consiste à dire « regardez, c'est les deux extrêmes, ils sont dangereux, etc. » C'est vrai qu'on l'entend, cette musique, Clémentine Autain. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette musique? C'est vous qui l'a faite, la petite musique. Ah, c'est nous. Ah oui, je pense que c'est vous qui l'a faite. Parce qu'en effet, dans ce cas, l'électorat qui vote éventuellement Marine Le Pen peut se rabattre sur Mélenchon ou inversement, c'est qu'il y a des points qui leur sont communs, au moins dans ces matières-là. Je pense qu'il y a... je ne cherche pas ce qui est commun avec Marine Le Pen. Vous comprenez que dans l'histoire, y compris, entre sa famille politique et la nôtre, il y a même eu parfois du sang sur les mains. Nous sommes profondément opposés. Marine Le Pen suggère de diviser les Français, c'est son projet politique. Elle est pour l'ordre moral, elle est autoritaire sur le plan démocratique. Nous voulons au contraire plus de pouvoir aux citoyens, aux salariés dans l'entreprise. Nous ne voulons pas nous refermer sur nous-mêmes, mais au contraire nous ouvrir. Nous avons un projet de solidarité et nous voulons rassembler les Français, tous les Français, quel que soit leur origine. Il y a une idée de protectionnisme. Donc, quand même. Rendez-vous compte que ça n'a quand même à peu près rien à voir. Alors qu'il y a un point commun, comme ça a été dit dans le débat hier, remarqué, sur les retraites, certes, mais ça ne fait pas une proposition générale commune et certainement pas sur le plan économique. Peut-être... ça, c'est le livre de Jean-Luc Mélenchon où il y a son programme dedans. Il s'adresse à qui, ce programme? Aux classes populaires, aux classes moyennes? À qui? Il s'adresse aux Français. En priorité. Il s'adresse aux Français et ce qui est, je dirais, le cœur d'un projet de gauche, c'est de se dire que ce qui va nous rassembler, nous tous, en tant que Français, c'est d'avoir une vision de l'avenir de la société à partir du point de vue de ceux qui sont aujourd'hui... Vous parlez de musique. Jusqu'au bout, de ceux qui sont opprimés, dominés aujourd'hui dans la société. Donc nous partons de ceux qui ont le moins, de ceux qui ont le plus besoin de la puissance publique pour penser notre projet, mais c'est un projet qui concerne l'ensemble des Français. Mais vous entendez, je vous disais, vous parliez de musique tout à l'heure, vous entendez aussi cette musique. Quand on parle de classe moyenne, de classe populaire, c'est le Front National qui se revendique être le candidat de cette population. Si c'est ça votre question, il y a une bataille. Emmanuel Macron aussi. Bien sûr, mais il y a une bataille sur le peuple qui est aussi vieille que l'histoire de la vie politique. Mais c'est une bataille. Je suis en train de vous dire qui incarne. Nous aspirons à incarner le peuple, mais nous n'avons pas la même vision du peuple que celle de Marine Le Pen. Marine Le Pen a une vision du peuple figée, éternelle, blanche, qui n'est pas du tout celle que nous voulons aujourd'hui valoriser. Donc c'est une bataille sur qui représentera le peuple. Et je pense que nous sommes les mieux à même de défendre ses intérêts et surtout de faire en sorte, parce que c'est très concret. Moi, je suis des fois, comment vous dire, si malheureuse d'imaginer que dans une même cage d'escalier, j'en ai rencontré une personne qui est en famille nombreuse, issue de l'immigration, qui touche le RSA, se verrait l'ennemi
de celui qui est à côté, qui gagne le SMIC, qui est en galère, qui est lui en effet blanc, français de souche si cette expression peut avoir le moindre sens, et qu'on fera la guerre entre eux. Ils doivent se mettre ensemble et comprendre que leurs intérêts ont partie liée et que c'est au-dessus qu'il faut regarder. Vous parliez de François Fillon tout à l'heure. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est le même que François Fillon? En tout cas, vous les mettez sur la même échelle? Je pense que sans doute la violence du projet n'est pas de même force. Il y en a un qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires, l'autre qui veut n'en supprimer que 120 000. Mais je dirais qu'en tendance, il s'agit quand même de prolonger 30 années de politique néolibérale dont on voit le résultat. Vous savez que Sarkozy plus François Hollande, sur 10 ans, voilà le résultat, c'est un chômeur toutes les 3 minutes. Voilà ce qui s'est passé ces dernières années. Et vous dites aujourd'hui avec Emmanuel Macron, ce serait encore des chômeurs toutes les 3 minutes. Mais je pense que le projet politique qui est le sien, si tant est qu'on puisse bien le comprendre, hein, parce que moi je l'ai écouté pendant 3h30 hier, le débat, l'ossature, la cohérence politique de Emmanuel Macron est quand même pas très très nette. Mais j'ai pris le temps de lire son livre et ce que je peux vous dire, c'est que les solutions concrètes qu'il souhaite apporter, vous avez aimé la loi El Khomri, vous avez aimé le CICME, vous allez adorer le mandat d'Emmanuel Macron. Donc tous ceux qui se racontent qu'on va voter Macron là pour éviter le pire, mais on verra après pour refonder un projet qui permette d'améliorer nos vies, de reconstruire une espérance de gauche, à mon avis font fausse route parce que le danger est grand de voir un projet de même nature que celui que nous avons depuis 30 ans advenir et au final une extrême droite qui continue de prospérer. J'avais une question sur un autre point important du programme de Jean-Luc Mélenchon, celui de l'Europe. Il explique au vu de son programme que s'il est élu, il désobéira au traité de l'Union européenne. Ça veut dire quoi en fait? Ça signifie qu'il est pour un Frexit? C'est quelque chose que vous envisagez vous-même parce que désobéir au traité, ça a des conséquences? Moi, je suis pour que nous ayons un projet européen qui tienne la route et qui donne envie aux Français et à l'ensemble des peuples d'Europe d'être ensemble. Et ceux qui, aujourd'hui, sont en train de menacer le projet européen, c'est ceux qui mènent ces politiques de dumping social, c'est-à-dire de concurrence entre les salariés, d'austérité. Et donc, quand on dit d'austérité, c'est quoi? Vous parliez de la dette tout à l'heure, c'est très très concret pour les gens. Ça veut dire comment vous voulez avoir de bons services publics du transport, comment voulez-vous avoir des médecins et des hôpitaux qui fonctionnent, je veux dire, des écoles avec des professeurs en nombre de qualité. Comment voulez-vous avoir cette protection sociale, ces droits, cette qualité de vie, dès lors que partout, on baisse ce qui est mis en commun. Donc cette Europe-là est une Europe qui va dans le mur. Donc ce que nous voulons, c'est d'une certaine manière sauver l'Europe en lui redonnant du sens. Et ce sens, c'est celui de la solidarité, de la sortie du modèle néolibéral, de la sortie de l'austérité. C'est ça que nous voulons. Et pour l'obtenir, la Grèce n'y est pas parvenue. Le peuple a voté et il a été contraint ensuite de se coucher. La France, qui a une voix qui n'est pas celle de la Grèce, qui a une voix forte en Europe, qui pèse davantage économiquement, eh bien, si elle tapait du poing sur la table et si elle disait « on en finit avec cette logique et on renégocie, on reprend les choses à zéro », à zéro pas tout à fait, mais enfin quand même, pas loin, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de concurrence entre les salariés, qu'on harmonise les droits et les protections par le haut, alors nous avancerions. On va passer à la deuxième grande question. Merci Charlotte. On va passer cette fois à la gauche, si vous voulez bien, ce match entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Qui a gagné? L'épreuve de vérité avec l'AFP. Nous accueillons Lucille Malandin, bonjour, notre partenaire de l'agence France Presse. Bonjour. Votre question, Lucille. Alors, dans le duel Hamon-Mélenchon, qui prend la première place, si j'ose dire, et est-ce que ce duel ne va pas entraîner la gauche dans le mur? Je regrette d'abord que il n'y ait pas un rassemblement possible de la gauche. Vous l'auriez souhaité? Aujourd'hui, je l'aurais souhaité, à la condition évidemment qu'il soit sur un cap clair, qu'il soit un cap dissocié de la politique gouvernementale. Moi, je veux dire le rassemblement. Je suis pour le rassemblement. La division, qui peut être pour la division? Je préfère l'unité, je préfère le rassemblement. Mais à la condition qu'il nous amène vers une voie différente de celle qui a été menée depuis 5 ans. Comprenez ce qui s'est passé. 5 ans de quinquennat Hollande-Valls, vous avez un Front National qui est passé de 17 à 27, vous avez un pays qui est totalement désorienté politiquement parce qu'un gouvernement qui s'est dit de gauche a mené une politique de droite, et le peuple qui est aujourd'hui désespéré. Mais donc ça fait beaucoup comme bilan. Vous estimez que Benoît Hamon est comptable? Je pense que la victoire de Benoît Hamon est une très belle nouvelle pour la gauche, parce que le peuple de gauche, comme on dit, s'est mobilisé dans la primaire de la Belle Alliance Populaire pour envoyer un message au gouvernement et pour le sanctionner et pour dire il faut une
nouvelle voie. Donc cette victoire est une bonne nouvelle. Mais il se trouve que la temporalité, c'est-à-dire le moment où est arrivée cette primaire, a été très tardif. Et donc, c'était fait pour François Hollande. C'était un calendrier qui trop était tard fait pour Benoît Hamon. Vous vous rendez compte, le moment où il est désigné, on est à quelques semaines du dépôt des candidatures. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un pacte ? Donc, pour discuter, pour dialoguer, c'était compliqué. Et moi, j'avais plaidé, mais il y a maintenant un certain temps, pour que nous ayons une primaire de tous ceux qui avaient contesté la politique gouvernementale. Oui. Il y aurait eu les Frondeurs, il y aurait eu Europe Écologie Les Verts, il y aurait eu nous. Et alors là, nous aurions pu avoir... Mais les Frondeurs aussi n'ont pas accepté. Ils ont voulu la primaire de toute la gauche. Et voyez le résultat avec Manuel Valls. Qui a commencé par refuser quand même le soir même de la. Je n'ai pas entendu ceux qu'on a appelés, c'est un terme, je sais qu'il ne leur plaît pas trop, mais ceux qu'on a appelés les Frondeurs, plaidaient en ce sens. Donc il y a une primaire. Je vois que Manuel Valls d'ailleurs trahit le résultat. Il a dit qu'il soutenait puis il soutient plus. Enfin, c'est quand même bon. Jean-Luc Mélenchon a pour lui la cohérence dans la durée et je pense qu'il affiche aujourd'hui un cap qui est un cap clair. Cela n'empêche pas de penser à la suite et de se dire que la victoire de Benoît Hamon, les propositions, et moi hier j'ai écouté, il y avait des convergences entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez la suite avant le premier tour ? Est-ce que c'est encore possible qu'ils se rassemblent avant le premier tour ? Écoutez, là, je crois que c'est... C'est fini ? C'est fini. Le dépôt des candidats, c'est terminé. Je pense que c'est terminé depuis le moment où, d'ailleurs, l'un et l'autre... Même s'il y avait un décrochage de l'un des deux dans les sondages, par exemple ? Écoutez, si on a, je ne sais pas si, pour l'instant, c'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer. Maintenant, si je ne peux pas faire de la politique fiction sur ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est qu'on n'avait pas de méthode pour dire lequel des deux devait se retirer. Que par ailleurs, on n'avait pas le temps pour discuter de compromis nécessaires. Il faut gagner. Il faut se rassembler, mais il faut le faire pour mener une autre politique. Sinon, on désespère plus encore si on n'est pas capable d'avoir une proposition qui soit claire. Regardez, moi je vais prendre un exemple concret. La candidature de Myriam El Khomri. Bon, c'est elle qui a fait la loi El Khomri, contre laquelle le peuple de gauche s'est battu dans l'air des millions aux élections législatives. Dans le 18e en face, il y a Caroline de Haas. Bon. Je me demande si c'est pas même sur ce plateau. Benoît Hamon lui dit, mais alors... qui de Myriam El Khomri ou de Caroline de Haas, qui est l'une des figures du combat contre la loi El Khomri, qui choisissez-vous et qui soutiendrez-vous ? Benoît Hamon n'est pas en capacité de répondre. Il ne le peut pas parce qu'il est le candidat du Parti socialiste, etc. Mais ce flou-là, il est concret. Parce qu'une fois que vous aurez une majorité parlementaire, il va bien savoir dans quel sens oui, mais vous savez bien que là, on voit bien, ça s'égrène tous les jours. Les anciens ministres, etc., partent chez Macron de plus en plus, font défection les uns après les autres. C'est une difficulté. La manière dont Valls... Parce que nous l'avons dit, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui rassembler ceux qui ont soutenu cette politique gouvernementale et ceux qui l'ont combattue. Nous l'avons combattu et nous voulons tracer une nouvelle voie. Si Benoît Hamon veut avec nous, et je le souhaite, et pas simplement lui, aussi Europe Écologie Les Verts, ceux qui ont combattu ce gouvernement, cette orientation, et qui veulent aujourd'hui tracer une nouvelle voie, je pense qu'ils ont vocation à se rassembler. Ça, c'est pour l'après, mais on est dans l'élection présidentielle, Clémentine Autain, et on parle de pacte. Vous écoutez, peut-être vous avez entendu Julien Drey, qui a parlé de ce pacte et qui se pose des questions. Écoutez. Je ne suis pas d'accord avec le pacte de non-agression à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas pour la dispute, mais je considère qu'il y a une... Mais ils en ont passé un formellement ? Formellement oui, puisqu'on le ménage. Moi, je considère qu'aujourd'hui, comme vous le dites, il faut interpeller toute la gauche en disant les choses sont simples. 12 plus 12, ça peut faire 24 et ça peut faire même plus, parce que si la gauche est rassemblée, c'est une dynamique nouvelle. En tapant sur Mélenchon ? Non, mais pas en tapant, en renonçant, parce que le problème, c'est pas de taper, le problème, c'est de mettre Jean-Luc Mélenchon devant sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, vous avez l'air surprise. Oui, on peut mettre aussi Benoît Hamon devant sa responsabilité. Et quelle est la méthode pour décider lequel des deux doit se retirer dans ce cas-là ? Et par ailleurs, encore une fois... La légitimité qu'a apporté la primaire, quand même, 2 millions de votants à Benoît Mais Jean-Luc Mélenchon a aussi une légitimité du score qu'il a fait la dernière fois, 11% des voix. Il y a 5 ans. Et également de sa cohérence pendant tout le quinquennat, d'avoir contesté cette politique gouvernementale et de forces politiques qui le soutiennent. Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque ? Et de la réussite dimanche, quand même, vous aviez 130 000 personnes dans la rue venues défendre cette 6e République que nous voulons. Est-ce que du coup, il a aussi une légitimité. Il n'y a pas un risque au premier tour qu'en effet, ils fassent chacun 12% et que la personne qui se qualifie pour le deuxième tour en fasse 22 ou 23 et que arithmétiquement,
Oui, mais la politique, vous savez, c'est pas de l'arithmétique, c'est des dynamiques politiques. Et donc vous l'avez vu. Que la gauche échoue, non, je suis pour que la gauche gagne, et je vous le dis très, très franchement, bien sûr que je suis pour la gauche gagne. Mais c'est pas de l'arithmétique. Hein, c'est des fils conducteurs, c'est de la cohérence. Et la belle alliance populaire qui a fait cette primaire, vous voyez le résultat quelques semaines après, il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc il faut des alliances qui soient des alliances solides, durables, de contenu et qui permettent de redonner l'espoir dans la durée pour un changement, qui ne soit pas un changement, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne peut pas fonctionner, on voyait bien, vous discutez là aujourd'hui, on fait 12 plus 12, on fait de l'arithmétique. Mais là, on est devant un contexte où la gauche, pour l'instant, est éliminée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous êtes d'accord ? C'est bien, donc vous prenez acte qu'Emmanuel Macron n'est pas de gauche. On est tous pose des questions de ce plateau. Non, mais dans vos questions, j'entends. Il se dit ni de droite, ni de gauche, ou est de droite et de gauche. Donc voilà. Oui, donc plutôt pour l'instant, la gauche, telle que vous l'incarnez aujourd'hui, ou telle que Benoît Hamon l'incarne, elle est éliminée. D'abord, je pense qu'il ne faut pas donner les résultats avant l'élection. Sondage, voilà. Oui, mais faisons un petit peu attention, parce qu'avec les sondages, voilà, ça bouge, c'est dynamique. Et vous avez quand même la moitié des électeurs qui aujourd'hui se trouvent dans une situation d'indécision totale. Donc je ne suis pas pour qu'on prenne des décisions à un moment donné uniquement au vu des sondages. On ne va pas se poser la question du vote utile aujourd'hui. Qui il incarne aujourd'hui ce vote utile ? Moi, je pense que le vote utile aujourd'hui, c'est le vote de conviction. Qu'on est las de voter sans arrêt contre, de voter par dépit, de voter. Chez Benoît Hamon, ils ne disent pas autre chose. Ils disent exactement la même chose. Il faut voter avec ses convictions. Oui, je le crois profondément. Comment dire, Julien Drey parlait de responsabilité. On sait que Jean-Luc Mélenchon est un. On a envie de lui dire qu'il y a aussi une responsabilité de ce gouvernement quand même dans le désastre de la gauche. Non, mais renvoyer à Jean-Luc Mélenchon, je ne dis pas qu'il n'a pas de responsabilité et que nous n'en avons pas pour une part. Vous connaissez la relation de Julien Drey et de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, mais je trouve quand même assez, comment vous dire, un peu déplacé. Non, mais on peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon, qui a plus de 30 ans de vie politique, une forte expérience et un combat contre le Front National qui est connu et reconnu, puisse justement, quand même au dernier moment, décider de... Mais je vous assure, à la fois je comprends votre question parce que c'est une question qui se pose des millions de Français. Moi, je suis interpellée très souvent sur cette affaire-là. Je sais que ça désespère de ne pas avoir cette alliance. Mais en même temps, comprenez, pour des militants, pour des sympathisants qui, pendant 5 ans, ont vu les conséquences concrètes de cette politique qui a créé du chômage, qui a créé des inégalités supplémentaires, etc. Et par exemple, qu'on nous dise, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon ferait la même politique que le et qu'on nous dise aujourd'hui, bien évidemment, venez derrière le candidat socialiste, comprenez que ça chiffonne. Voilà. Oui, mais est-ce que vous savez bien qu'un ticket Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, qui serait possible, ne ferait pas du tout la même politique que le quinquennat sortant. Donc les électeurs, dans ces cas-là, de Jean-Luc Mélenchon seraient plutôt satisfaits, non ? Oui, mais je vous dis que Benoît Hamon, dans la belle alliance populaire, a aussi noué des accords. Et d'ailleurs, vous voyez que dans son programme, il a mis quelquefois de l'eau dans son vin, parce qu'il rassemble aussi des personnes qui ont soutenu, et des candidats aux législatives qui ont soutenu. Alors justement, les législatives, législatives, on en parle. C'est ça que je veux vous dire. Mais cela n'empêche pas d'avoir une suite, et je pense que cette victoire change la donne profondément et ouvre la perspective de rassemblements qui doivent donner de l'espoir à gauche dans notre pays. Il nous reste quelques minutes pour parler des élections législatives. Vous êtes candidate aux élections législatives à Sevran, Tremblay, Villepinte. Comment ça se passe sur le terrain et comment ça se passe justement, je voulais vous interroger plus spécifiquement avec la France Insoumise qui, pour l'instant, a organisé ses propres, qui est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, créé autour de sa candidature, qui, pour l'instant, fait ses propres investitures. Est-ce que vous avez, par exemple, dans votre circonscription, un candidat France Insoumise en face de vous ? Je n'ai pas de candidat France Insoumise contre moi, mais vous avez raison de pointer ce problème qui concerne d'autres circonscriptions. Et pour ma part, je souhaite que nous ayons aux élections législatives, des candidatures partout rassemblées de toute cette gauche qui a contesté la politique gouvernementale pendant 5 ans et qui souhaite ouvrir une voie nouvelle à gauche. Et en tout cas, mon mouvement politique et moi personnellement, j'œuvrerai pour cette unité. La division serait totalement mortifère. Mais je ne peux pas imaginer que nous ne trouvions pas une solution pour avoir partout les solutions qui nous portent le plus haut. Dans les discussions avec la France Insoumise, ne se passe pas de la même manière que les discussions se passaient au sein du Front de gauche en 2012. Bien sûr, et d'ailleurs je regrette de ce point de vue qu'il n'y ait plus de Front de gauche, parce que c'était quand même un cadre... Qu'est-ce qui bloque ? C'était quand même un cadre qui nous permettait justement de non, mais Lucille, vous posez la question, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Alors là, je vous prends 2 heures, si vous voulez, en sortant. Vous avez 2 minutes, maximum. Non, 2 minutes, je ne peux pas résumer, parce que depuis 5 ans, il y a différents
moment où les choses se sont mal emmanchées, pour le dire simplement. Au sein du Front de gauche, vous voulez dire ? Au sein du Front de gauche, je pense qu'on a fait l'erreur de ne pas accepter les adhésions directes après la campagne présidentielle législative de 2012. Enfin, il y a eu des différences stratégiques à des moments donnés. Et donc, on est arrivé à un point où ce cartel n'a plus vraiment fonctionné. On est sur une nouvelle dynamique. On a une présidentielle maintenant dans quelques semaines. Il faut la réussir. Nous y avons tous intérêt. Et j'appelle de mes voeux à la responsabilité collective, de telle sorte que nous ayons, pour les législatives, les dynamiques, encore une fois, les plus rassembleuses et les plus fortes pour une vraie gauche. Ça ressemble à un aveu pieux, quand même. Après le premier tour. Non, ça ne ressemble pas à un vœu pieux. Ça ressemble à de la détermination. Parce que les relations entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon, il paraît qu'elles sont plutôt détériorées. Est-ce que vous, qui regardez ça un petit peu, peut-être d'un pas de côté, pouvez nous en parler un petit peu ? Je pense encore une fois qu'il y a une histoire récente où il y a eu des blessures réciproques et des divergences stratégiques ou tactiques, etc. Bon, donc on a eu ces difficultés-là, elles sont sans doute devant nous, mais je suis pour faire attention dans les semaines qui viennent à ne pas mettre de l'eau au moulin, mais au contraire à avoir un discours de rassemblement et à être, je dirais, à la hauteur de la responsabilité qui est la nôtre, que la candidature de Jean-Luc Mélenchon soit la plus haute possible au soir du premier tour et qu'aux législatives. Et je pense que, bien sûr que la France Insoumise doit entendre ce que je dis et le Parti communiste également, des responsabilités partagées, et peut-être nous aussi, mon mouvement, moi je suis toujours prête à prendre ma part, mais je pense qu'à un moment donné, quand on est au pied du mur, il faut trouver des solutions, sinon on n'est pas digne devant les électeurs. On a vu lors du défilé de samedi entre Bastille et La République que Pierre Laurent était certes dans le carré de tête, mais enfin très loin. Les communistes ont lancé une campagne autonome avec un programme autonome tout en soutenant Jean-Luc Mélenchon. C'est tenable tout ça ? C'est compréhensible par les uns et les autres ? C'est pas le scénario le plus souhaitable, si c'est ça que vous voulez m'entendre dire. Je pense qu'à l'avenir, il faut qu'on trouve le moyen de travailler mieux ensemble. Ça, c'est absolument clair. Ça s'appelle le retour d'expérience. Oui, voilà. Mais là, on est dans une bataille de 4 semaines, comprenez-le bien, pour que notre candidat ait le meilleur score. Donc, je fais l'appel au rassemblement. Et vous inquiétez pas, on aura tout le temps ensuite de discuter sur la forme d'organisation souhaitable pour les années à venir. Très bien. Merci Lucille. Merci beaucoup. On va accueillir à présent Oriane Mancini. On va parler des institutions et de la 6e République. Bonsoir Oriane. Bonsoir Mickaël, bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Alors, vous allez nous parler de la 6e République dans un instant, mais on a entendu beaucoup parler d'un mot. Place de la République samedi, c'était le fameux dégagisme. Ça a été beaucoup repris dans la foule. Écoutez ce que disait Jean-Luc Mélenchon, place de la République samedi. Il faut que les bulletins de vote donnent le coup de balai qui les fasse, tous sans exception, dégagés. Il y a un nouveau mot d'ordre qui est né après résistance, c'est dégager. Vous entendez ? Oui, j'entends bien. Vous étiez présente samedi. Oui, tout à fait. Comment avez-vous réagi en entendant cette phrase ? C'est pas la première fois que je l'entends. C'est pas mon vocabulaire, c'est pas ma façon de m'exprimer, mais j'entends dans ce mot d'ordre qu'il y a tout simplement une aspiration au renouvellement. Et il faut l'entendre comme tel. C'est-à-dire que l'exaspération que nous ressentons, que ressentent la majorité de nos concitoyens en écoutant la radio, la télé aujourd'hui, c'est quand même qu'on en a ras-le-bol de ce qu'on appelle le système. D'ailleurs, le terme lui-même est très à la mode et fait beaucoup débat. Donc on en a marre. Mais d'aller jusqu'à employer le mot de dégagisme. Dégagisme, est-ce que ce n'est pas un mot dangereux ? Je n'aime pas ce terme, je vous l'ai dit, en tout cas ce n'est pas mon terme, mais je veux entendre ce que ce terme exprime du point de vue des militants. Et ce que cela exprime, c'est qu'il faut passer à une nouvelle République, qu'on a un besoin de renouvellement, que nous proposons cette nouvelle République avec des mesures fortes qui sont aussi bien le statut de l'élu, le non-cumul des mandats, la proportionnelle, la reconnaissance du vote blanc. Vous n'aimez pas ce terme, mais est-ce qu'il a le droit de l'employer aujourd'hui ? Vous me disiez, Oriane, c'est quelque chose de dangereux, qui fait peur, qui fait un peu populiste. Ça vous fait peur, hein, je sens, cette idée. Non, mais est-ce que ce n'est pas une faute de la part d'un candidat à la présidence de la République d'employer un terme comme ça, dégagisme ? Je pense qu'il fait référence à des mouvements qui ont existé ailleurs à travers le monde et qui appellent en effet un changement de régime politique. Vous pensez que les Français sont prêts à un discours aussi radical ? Je pense que les Français sont en attente d'un discours un peu radical et d'un changement véritable. Oui, ça, je le crois. Vous parlez de mouvements qui venaient d'ailleurs, c'est quoi ? Donald Trump ?
Oui, Donald Trump, non, je ne pensais pas à Donald Trump. Vous pensez à qui, alors? Je pensais au printemps arabe. Système, non, je pense au printemps arabe, je pense qu'à ce qui s'est passé aussi en Amérique latine. Enfin, ce sont des mots d'ordre, ce qui s'est passé autour des indignés en Espagne. Vous avez, à travers le monde, un mouvement assez fort qui prend évidemment... et qui touche la France. Le même, bien sûr, qui touche la France, mais qui n'est pas le même et qui n'a pas les formes d'expression suivant les histoires des pays, des continents, mais qui atteint l'Europe aujourd'hui. On l'a vu avec la Grèce, on l'a vu avec l'Espagne, et en France, il y a quelque chose de cette nature-là. Et le problème, c'est que cette demande de radicalité, cette exaspération, cette colère, est-ce qu'elle va aller du côté d'une réponse à la Donald Trump, du repli, de la xénophobie, de l'autoritarisme, ou est-ce qu'elle va aller du côté de l'émancipation, du partage des richesses et d'une nouvelle République émancipatrice? C'est ça le débat aujourd'hui. Est-ce que jouer sur ce discours, jouer sur ces mots, ça ne renforce pas le sentiment de tous pourris, et donc chez nous, renforcer le Front National? Écoutez, ce que je crois, c'est que nous devons répondre aux besoins de changement véritable. Il y a eu des alternances depuis 30 ans. Un coup la gauche, un coup la droite, un coup la gauche, un coup la droite. Les Français, en tout cas moi je les entends dans ma circonscription, mais je crois que vous les entendez peut-être, j'imagine, j'espère, de la même manière, se disent mais à quoi ça sert? On a toujours la même politique. Ça ne change pas, il faut que ça change. Moi, c'est un mot que j'entends très souvent, il faut que ça change. Et si nous ne prenons pas la mesure de cette exaspération, alors oui, le pire peut advenir. Et c'est notre responsabilité à gauche d'être à niveau de ce besoin de changement et de radicalité. C'est quoi le mot radicalité? C'est prendre à la racine les problèmes. C'est arrêter de faire des petites mesurettes, toujours dans le même sens, et qui finalement ne changent pas la donne. Et quelle est la légitimité, la crédibilité de Jean-Luc Mélenchon, qui est parlementaire depuis 1986, de porter un tel discours et de vouloir donner un coup de balai? D'abord, il a rompu avec le Parti socialiste à un moment donné pour des désaccords. C'est en tout cas un acte politique fort. Et moi, je retiens surtout le mouvement général, les forces politiques qui sont avec lui et qui exigent des propositions concrètes dans cette nouvelle République, je vous en disais, sur le non-cumul, la proportionnelle, etc., qui concerne aussi d'autres domaines, pour une justice indépendante, la question des médias, on n'en parle pas assez, mais il faudrait une loi contre la concentration, pour davantage de pluralisme. Il faut renforcer l'aide à la presse. C'est très important. Une démocratie, elle respire aussi dans son pan social, dans les entreprises. Il faut donner davantage de pouvoir aux salariés, dans un moment où, au contraire, on n'arrête pas de les empêcher, d'une certaine manière, de donner leur voix. Et le chômage de masse et la précarité aujourd'hui empêchent cette démocratie sociale d'être réalité. Alors, une démocratie, Clémentine Autain, elle est aussi forte de ses institutions. La colonne vertébrale du programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est de passer à la 6e République. Est-ce que ce n'est pas dangereux, dans la période actuelle, de toucher aux institutions? Ce qui serait inconséquent et fou, c'est de ne pas y toucher. Vous vous rendez compte de la défiance qui existe aujourd'hui? Vous vous rendez compte de la défiance qui existe aujourd'hui à l'égard du système institutionnel, l'abstention qui ne cesse de grimper, le dégoût qu'expriment beaucoup de nos concitoyens à l'égard de la vie politique, et vous pensez que le plus important, c'est de sauvegarder la 5e République. Vous pensez que passer à la 6e République, ça va résoudre le problème de l'abstention? Je pense que c'est une condition sine qua non pour dire, regardez, on a compris, quelque chose ne tourne pas rond dans ce pays, on recommence et on définit de nouvelles bases, un nouveau contrat qui est une condition sine qua non, me semble-t-il, pour retrouver de la confiance entre les électeurs, les électrices, les citoyennes, les citoyens et leurs représentants, mais pas simplement leurs représentants, les médias, la justice, il y a beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui concernés. Bout par bout, Oriane, oui, Mickaël, pour rentrer dans le concret. Alors Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu, veut mettre en place une assemblée constituante qui siégera en parallèle de l'Assemblée nationale. Il y a encore un peu de flou sur les modalités, la désignation de cette assemblée constituante. Est-ce que vous pouvez nous la préciser ? Je crois que le principe, en tout cas, c'est de dire ceux qui vont définir ces nouvelles règles ne doivent pas être les élus qui sont déjà en place. Donc, il y a l'idée d'avoir une participation citoyenne inédite qui permettra de créer des assemblées partout en France et d'avoir un grand débat sur ces nouvelles règles. Nous en mettons sur la table un certain nombre, mais elles ne sont pas, c'est pas terminé, ça ne dit pas quel est le bout de ce chemin. Mais ce cheminement permettra d'avoir un débat public extraordinaire pour que nous définissions comment doit fonctionner demain le Parlement. Est-ce que les élus peuvent être élus sans arrêt, se renouveler? Est-ce qu'il y a un statut de l'élu? Concrètement, comment ça se passe quand Jean-Luc Mélenchon, s'il arrive au pouvoir, il a dit qu'il serait le dernier président. Voilà, ça on a bien compris. Mais comment est constituée cette assemblée? C'est-à-dire qu'il y a un débat pour savoir qui sera
qui va composer l'Assemblée constitutionnelle? Il y a une proposition de tirage au sort, ça peut être mixte. Voilà, je pense qu'il y a différents moyens d'arriver à cette Assemblée. Vous savez qu'on en a fait par le passé, en 1789, pour arriver justement à bâtir cette République. On a procédé à des assemblées de cette nature. Donc j'entends bien que cela vous angoisse. Enfin, il n'y a pas d'angoisse. Mais je vous assure que ce qui aujourd'hui dysfonctionne, c'est l'existant. Et donc il y a un saut vers quelque chose qui va être nouveau, dont nous voyons les règles générales, plus de pouvoir dans les entreprises, une justice indépendante, des médias pluralistes, un parlement avec une proportionnelle, un statut de l'élu, du non-cumul. Ça, déjà, je vais vous dire, ça fait un paysage qui est déjà un paysage concret et fort différent du paysage actuel. Et on sort de la monarchie présidentielle. Partant de là, je pense que nous devrons ajouter d'ailleurs de nouveaux droits dans la Constitution. Je pense au droit à l'avortement, à la contraception, mais aussi à des biens communs. L'eau, l'air, qui doivent être protégés par le droit constitutionnel. Donc, vous voyez, vous avez de très nombreux chantiers. Nous allons ouvrir ces chantiers, par cette Assemblée constituante et ce débat public inédit. Et à partir de là, on pourra mener une politique neuve. Oriane va venir justement sur le fond. Moi, j'avais une question en vous entendant, c'est qu'on parle de tirage au sort, etc. Ce week-end, Emmanuel Macron, dans un journal, a présenté son programme sur la défense. Et il y avait une question qui lui était posée, savoir si le terme populiste lui déplaisait. Lui, il a dit non, ça peut fonctionner. Est-ce que si je dis que ce programme est populiste, ça vous déplaît ? Le terme, c'est un vrai débat, ce terme de populisme. Il recouvre aujourd'hui des théories fort différentes. Donc moi, je n'utilise pas ce terme-là. Pour autant, je sais qu'il est utilisé par un certain nombre de personnes pour, au fond, critiquer tous ceux qui prétendent défendre le peuple et les intérêts du grand nombre. Donc s'il n'est pas populiste, il est quoi ? Populaire. Populaire, en tout cas, il défend les intérêts du peuple, de ceux qui aujourd'hui payent le prix fort des politiques d'austérité et néolibérales. Populiste n'est pas le terme que moi je reprendrais, mais encore une fois, je me méfie parce que ceux qui aujourd'hui stigmatisent Jean-Luc Mélenchon ou d'autres avec ce terme-là sont souvent des personnes qui n'ont pas la fibre de l'intérêt du grand nombre. L'autre réforme importante du programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est le droit de révocation des élus. Là aussi, sur quelle base les citoyens vont pouvoir révoquer leurs élus ? Alors ça, c'est une grande question et je pense que ça doit rester dans le cadre, alors c'est dans le programme, mais la question de la révocabilité, c'est de dire à un moment donné, si un élu fait des fautes graves, ne tient pas ses engagements, qu'il y ait une possibilité en réalité de lui dire, bon bah stop, c'est terminé. Par exemple, Bruno Leroux, il aurait été concerné par cette mesure ? Il est ministre, oui. Ancien député. Oui, sans doute. Je ne sais pas exactement comment cette révocabilité fonctionnerait. Je sais que c'est une mesure qui tire beaucoup à la France, dans la France insoumise, qui est une mesure forte pour ma part. Je pense qu'il faut qu'on commence d'abord sur ce qui crée du lien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui crée de la confiance et pas d'abord de la mesure de défiance. Symbolique du programme de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce n'est pas pousser les élus à la démagogie ? La démagogie. Alors la démagogie, qu'est-ce que vous appelez démagogie ? Faire des réformes qui plaisent au peuple, qui ne sont pas impopulaires, pour ne pas être évoquées. Pardonnez-moi de vous dire une chose, mais par les temps qui courent, ce que je trouve incroyable, c'est que vous avez transformé le courage pour des hommes politiques, qui sont des hommes politiques qui mènent des politiques contre le peuple. Et donc si le courage, c'est d'être impopulaire, je suis en désaccord avec vous. Les gouvernants ont le devoir d'être populaires. Et ce n'est pas de la démagogie, c'est de faire des mesures dans lesquelles peuvent se retrouver ceux qui souffrent aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous nous dites sans arrêt que le courage serait de mener des mesures contre le peuple. Eh bien moi, je pense qu'un gouvernement... Il veut même révoquer le président de la République. Quelle autorité peut avoir un président de la République qui a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ? En 30 secondes. Mais d'abord, on veut en finir avec le président de la République, donc comme ça, il n'aura pas l'épée de Damoclès. Pendant 2 ans, le temps que la Constitution... L'épée de Damoclès. Voilà. Moi, ma logique n'est pas celle de la révocabilité, mais celle du lien de confiance, qui est un lien de confiance qui doit être restauré, renouvelé, et qu'aujourd'hui, le pire serait de rester en l'état. Ça, c'est absolument pas possible. Donc voilà, c'est ça la réponse la plus importante. Clémentine Autain, dernière question. On a appris évidemment le décès aujourd'hui d'Henri Emmanuelli. C'est une certaine figure de gauche qui disparaît ? Oui, c'est une figure du socialisme français. C'est triste, moi j'ai été triste en apprenant sa mort. Il a incarné une certaine dignité quand même. C'est un homme de conviction. Moi j'ai partagé notamment une bataille avec lui qui était celle du non au traité constitutionnel européen. Et je me souviens bien de meetings où il y avait de la joie de vivre à ce moment-là, dans cette bataille-là qu'on a gagnée. Et donc voilà, je suis triste, oui, effectivement.
Merci beaucoup Clémentine Autain d'avoir été l'invitée de l'épreuve de vérité. Merci Oriane. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.